Si vous avez bien suivi l'actualité du MMA, vous savez sûrement que Jon Jones est blessé et que son combat contre Stipe Miocic est repoussé à une date ultérieure. Désireux de garder la division des poids lourds active, l'UFC a mis en place un combat pour une ceinture intérimaire entre Tom Aspinall et Sergey Pavlovich. Couronner un champion par intérim est une bonne façon pour l'UFC de laisser à un champion le temps de se reposer tout en évitant de faire stagner une catégorie de poids entière. Ou du moins, c'est le cas en théorie. Même si la ceinture de l'UFC 295 est tout à fait légitime, l'UFC a développé une fâcheuse tendance à simplement attacher un titre à un combat sans vraie raison autre qu'avoir une ceinture sur un poster. C'est surtout vrai dans l'époque moderne et les exemples se sont multipliés depuis qu'Endeavor a racheté l'UFC en 2016. Vu que je vous vois venir, je le précise, ce n'est évidemment pas un problème propre à l'UFC. Regardez la jolie ceinture que Tyson Fury a gagnée en battant Francis Ngannou. Mais il est impossible de nier que les exemples se multiplient dans le MMA. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 ceintures les plus inutiles de l'histoire de l'UFC. Numéro 10, Tony Ferguson contre Kevin Lee, UFC 216. Au vu de la tournure qu'a pris sa carrière, je suis bien heureux que Tony Ferguson ait pu mettre ses mains sur une ceinture de l'UFC. Une fois que cela est dit, les circonstances autour de ce combat laissent très songeur. En 2017, Conor McGregor est toujours le champion des poids légers, une ceinture qu'il n'a jamais défendue et n'a jamais eu vraiment l'intention de défendre. Alors que The Notorious vient de prendre part à l'événement de sport de combat le plus lucratif de l'histoire, les poids légers en étaient à presque une année de stagnation. Sentant la pression des fans et sûrement celle de ses propres combattants, l'UFC décide de créer une ceinture intérimaire. Deux problèmes évidents émergent alors. Premièrement, pourquoi la ceinture n'est-elle pas simplement retirée à Conor? Et surtout, qu'est-ce que Kevin Lee vient faire là? Lee était classé 7ème de la division, certes il était sur une belle série de victoires, mais rien ne justifiait cette chance. D'un coup, il passe devant Khabib, Eddie Alvarez ou encore Justin Gaethje et l'issue du combat ne fait pas trop de doute. Tony devient champion par intérim, mais il ne combattra jamais pour la ceinture officielle. Son titre lui sera retiré après sa blessure en 2018 et tout ça n'a pas servi à grand chose. Je pense qu'il n'est pas faux de dire que si Stipe et Cain Velasquez n'avaient pas annulé leur combat de l'UFC 216, jamais la promotion n'aurait sorti cette ceinture de son chapeau. Numéro 9, José Aldo contre Frankie Edgar, UFC 200. Je ne pense pas qu'une ceinture ait déjà eu l'air aussi peu crédible que celle-ci. Peut-être que la vainqueur du combat entre Raquel Pennington et Mayra Bueno Silva aura un ressenti similaire, on verra bien. Cette fois-ci, Conor décide qu'un petit tour chez les poids welter s'impose après avoir remporté la ceinture des poids mouches. Et lorsqu'il est évident que l'Irlandais n'a pas l'intention de défendre sa ceinture de champion du monde, l'UFC met en place un combat pour l'or intérimaire en juillet 2016. Qui sera alors le réélu? José Aldo, que Conor vient de battre en 13 secondes. Autant dire qu'à l'époque, personne ne considère José comme le champion légitime, ce qui était vraiment une preuve de l'impact qu'a eu ce crochet d'Hugo sur sa carrière. Évidemment, José est un très grand champion, mais rarement un titre a eu l'air d'être autant un second choix qu'à ce moment-là. Cette ceinture atteint même son sommet d'inutilité lorsqu'elle sera remplacée par une ceinture incontestée quelques mois plus tard sans que José n'ait besoin de combattre de nouveau. Même si toute cette histoire était un peu ridicule, je place cette ceinture intérimaire relativement bas dans le classement parce que José n'a pas dévalué le titre. Tout ce qu'il s'est passé, c'est que l'UFC ne voulait pas retirer sa ceinture à McGregor avant qu'il ne devienne double champion du monde et a jeté un lot de consolation en dédommagement au reste de la division. Numéro 8, Yoel Romero contre Luke Rockhold, UFC 221. Je pense que beaucoup de personnes oublient que le combat opposant Luke Rockhold à Yoel Romero était pour une ceinture intérimaire et a raison. Romero a remporté cet affrontement, mais comme il avait raté la pesée, il était inéligible pour glaner la ceinture. Mais même de base, l'utilité de ce combat était débattable. Whittaker devait défendre sa ceinture contre Luke Rockhold, mais il s'est retiré à cause d'une blessure. Pourquoi alors? Est-ce que je considère que ce titre intérimaire était inutile? Eh bien, parce qu'il était entendu que Robert ne serait pas absent très longtemps. Mais l'UFC refuse de promouvoir des pay-per-views sans ceinture ou sans Conor, et pour éviter de le faire, la promotion a pondu un titre intérimaire un peu de nulle part. Personne n'en a compris l'intérêt, surtout que Robert Whittaker a lui-même un ancien champion intérimaire dont la ceinture s'est transformée en officielle quelques mois plus tard. Bref, c'était une situation très confuse chez les poids moyens qui n'a pas été arrangée par cette ceinture mise en jeu sans aucune raison. Numéro 7, Jon Jones contre Ovis Saint-Preux, UFC 197. Ce combat est intervenu à l'époque où Jon Jones se faisait suspendre à peu près une fois par an. Cette fois-ci, c'est un bon vieux délit de fuite qui a forcé l'UFC à le suspendre et à récupérer son titre. Lors de son retour, l'objectif est de mettre en place un nouveau combat contre Daniel Cormier. Ce dernier ne peut pas combattre à l'UFC 197 et préconise une date ultérieure, celle de l'UFC 200. Jon Jones veut absolument rester sur la carte de l'UFC 197 et la promotion va dépêcher Ovince Saint-Preux pour justifier de mettre une ceinture intérimaire en jeu. Ovince Saint-Preux méritait-il une chance au titre? Non, et il s'est fait décimer pendant la totalité des 5 rounds. Déjà que ce combat n'avait aucune raison valable d'avoir une ceinture en jeu, ceux qui s'ensuivent à rendre toute cette histoire absolument inutile. Moins d'un mois avant l'UFC 200, Jones s'est retiré du combat par l'USADA pour dopage et Daniel Cormier doit affronter Anderson Silva dans un combat de gala sans même mettre sa ceinture en jeu. L'or intérimaire de Jones lui est retiré et John passe une année supplémentaire sur la touche. Spoiler, il se fera également tester positif pour son combat de retour un an plus tard et deviendra le premier combattant à se faire retirer une ceinture 3 combats de suite. Numéro 6,
Colby Covington contre Rafael Dos Anjos, UFC 225. Ce combat est un parfait exemple d'un affrontement qui sert à déterminer un futur challenger, mais qui n'a absolument besoin d'une ceinture pour justifier son existence. Il est attendu que le combat opposant Colby Covington à Rafael Dos Anjos servirait à déterminer le prochain adversaire de Tyron Woodley, mais y ajouter une ceinture n'avait aucun intérêt. Woodley était prêt pour combattre dès la fin de l'été, ce qu'il a fait d'ailleurs, et la présence de cette ceinture n'a pas changé quoi que ce soit. En réalité, l'UFC s'en est surtout servi pour mettre la pression sur son champion, car les conflits entre Woodley et Dana White étaient très publics. Ça n'a pas servi à grand chose, car une fois qu'il est devenu champion intérimaire, Colby a décidé de se programmer une chirurgie au nez au lieu de combattre contre Tyron Woodley. N'ayant pas envie de patienter, ce dernier a défendu sa ceinture contre Darren Till. Finalement, l'UFC a retiré ses ceintures intérimaires à Colby le jour de l'UFC 228, moins de 3 mois après qu'il ne l'ait gagné. Une ceinture bien inutile sportivement, mais qui a été à l'origine de quelques moments hilarants avec Colby, donc on est presque prêt à l'accepter. Numéro 5, Robert Whittaker contre Yoel Romero, UFC 213. Pauvre Yoel Romero, il s'est vraiment retrouvé dans tous les combats inutiles de son temps. Qu'on se le dise bien, le règne de Michael Bisping était une catastrophe et ce combat en est la démonstration la plus parfaite. En 2017, Bisping et Georges Saint-Pierre doivent s'affronter. C'est un combat qui traîne dans les tuyaux depuis plusieurs mois et Michael fait des pieds et des mains pour affronter aucun adversaire avant le Canadien, au plus grand dam du reste de la division. Robert Whittaker, Yoel Romero et Gegard Mousasi se sont regardés dans le blanc des yeux pendant quelques temps avant que Mousasi ne se décide à quitter la promotion. L'UFC décide donc de programmer Robert Whittaker et Yoel Romero pour une ceinture intérimaire, mais la question que tout le monde s'est immédiatement posée, c'est pourquoi faire? La ceinture de l'UFC 213 était inutile de fait car il était acté que le titre officiel serait disputé quelques mois plus tard sans que Romero et Whittaker ne puissent y prendre part. Cela avait-il un rapport, au hasard bien sûr, avec le fait que 2 combats de ceinture prévus lors de l'UFC 213 étaient tombés à l'eau? Je dis ça au pif, mais on est en 2017, en plein cœur de l'époque où l'UFC veut que tout brille, donc ça me paraît quand même un peu probable. Numéro 4, Yair Rodriguez contre Josh Emmett, UFC 284. Il y avait un petit malaise autour de la création d'une ceinture intérimaire pour le titre des poids plumes au début de l'année, et cela pour 2 raisons distinctes. La première, Alexander Volkanovski est un champion très actif. Il n'y a aucune nécessité de créer une ceinture intérimaire, car même s'il monte temporairement chez les poids légers, tout le monde sait qu'il sera prêt à combattre la semaine qui suit s'il le faut. Mais le plus gros problème de cette ceinture, c'est bien sûr le cas Max Holloway. L'Hawaïen est le clair numéro 2 de la division, et faire un combat pour une ceinture intérimaire sans lui ressemble à une tentative de le contourner dans la hiérarchie des challengers. En effet, il avait déjà perdu 3 fois contre le champion et l'UFC voulait faire monter un adversaire frais pour Volk sans avoir à le faire affronter Max. Une nouvelle fois, ce combat n'avait pas besoin d'une ceinture, elle a simplement été mise là pour que l'UFC s'évite la geste expliquer qu'un combattant qui est moins bon que Max Holloway a une chance au titre de Volkanovski, ce qui était un petit peu dur à vendre. Yair Rodriguez a battu Josh Emmett et qu'il n'a pas fait le poids contre Volkanovski lors de l'UFC 290. Numéro 3, Derrick Lewis contre Cyril Gane, UFC 265. Cette entrée fait mal au cœur parce que la victoire de Cyril Gane lors de l'UFC 265 est un moment historique pour le MMA français. Mais force est de constater que cette ceinture n'a aucun sens. Francis Ngannou devait défendre son titre contre Derrick Lewis en août, mais il a demandé 1 mois supplémentaire pour être prêt à défendre sa ceinture. Une ceinture qu'il a remportée en mars de la même année. Le fait que l'UFC ne lui ait pas accordé 1 mois supplémentaire est stupide, mais prévoir un combat pour une ceinture intérimaire n'a aucun sens. Il avait gagné la ceinture quelques mois plus tôt et était presque prêt à la défendre. La raison de l'existence de ce titre, on la connaît. L'UFC et Francis étaient en conflit ouvert et la promotion voulait mettre la pression au Camerounais en couronnant un champion intérimaire et en forçant Francis à signer un nouveau contrat. Tout bénef pour Cyril bien sûr, qui a remporté une ceinture sans trop de difficultés contre Lewis, mais l'opération n'a pas eu l'effet escompté lorsqu'il a perdu contre Ngannou lors de l'UFC 270. L'UFC 265 besoin d'une ceinture après l'annulation de Ngannou contre Lewis et du combat entre Amanda Nunes et Juliana Peña, et l'UFC a sorti l'une des ceintures les plus inutiles de son chapeau magique. Numéro 2, Max Holloway contre Anthony Pettis. Vous vous souvenez de la ceinture intérimaire de José Aldo dont j'ai parlé plus tôt? Eh bien, l'une des raisons qui l'a rendue si inutile est qu'elle a été transformée en ceinture incontestée sans même que le Brésilien ait à combattre. Mais vous savez pourquoi elle a été transformée en ceinture incontestée? Eh bien, parce que l'UFC 206 avait besoin d'un main event. Je vous explique. Daniel Cormier et Anthony Johnson devaient s'affronter pour la ceinture des lourds légers, mais Cormier s'est retiré à cause d'une blessure. Le co-main event original de la soirée opposant Max Holloway à Anthony Pettis est donc propulsé en combat principal. Problème, c'est un petit peu léger pour justifier le prix du pay-per-view. L'UFC transforme donc José Aldo en champion incontesté et crée une nouvelle ceinture intérimaire le jour même pour la mettre en jeu lors de cette soirée. On aurait pu s'arrêter là, mais Anthony Pettis n'avait remporté qu'un seul de ses 4 derniers combats et n'avait concouru qu'une fois chez les poids plumes. Il n'avait rien à faire dans un combat pour le titre. Pour couronner le tout, il a raté la pesée et heureusement que Max Holloway l'a battu parce que la situation aurait pu se compliquer. Jamais l'UFC n'a aussi peu tenté de justifier une ceinture, la carte était vide et il fallait un titre pour récupérer de l'argent. Heureusement pour les rares personnes qui ont payé, Cub Swanson contre Choi Duo est l'un des meilleurs combats de l'histoire du MMA. Numéro 1. La ceinture BMF. Je n'ai rien contre le principe de la ceinture BMF, c'est plutôt marrant, c'est divertissant pour pimenter quelques événements. Personne n'arrivera à me convaincre qu'elle est utile en revanche. En 2019, l'UFC a de l'or entre les mains. Jorge Masvidal contre Nate Diaz. C'est probablement le combat n'impliquant pas de champion ou d'ancien champion le plus hypé de l'histoire de la promotion. Pour célébrer leur affrontement et célébrer 2 combattants à la personnalité bien trempée et à la carapace dure, l'UFC crée la symbolique ceinture BMF. L'événement est l'un des plus gros de l'année et la ceinture est un symbole marrant qui fonctionne plutôt bien.
Et puis cette année, l'UFC a repéré le seul événement de son calendrier sans ceinture en jeu et a décidé que ce n'était pas possible. L'UFC 291 est donc devenu un combat pour déterminer le nouveau champion BMF. Il y a quelques questions qui sont soulevées. La plus importante, est-ce que la ceinture BMF est défendue à chaque fois que son propriétaire combat? Parce que si c'est le cas, Kamaru Usman l'a récupérée des mains de Jorge Masvidal avant de la perdre contre Leon Edwards. Je surpense un peu peut-être la chose, c'est juste une ceinture sans trop de buts, mais bon, une c'est bien, j'ai juste peur de les voir se démultiplier dans les années à venir. Voilà ma liste, donnez-moi votre avis, est-ce qu'il y a d'autres ceintures intérimaires que vous jugez inutiles ou de ceintures tout court? On aurait pu aussi parler de la ceinture des poids plumes sur la fin, la ceinture des poids plumes féminines sur la fin qui effectivement a servi à rien d'autre que de pouvoir dire qu'Amanda Nunes était double championne du monde. Il y a d'autres ceintures intérimaires qui sont pas folles, hein. Celle de Brandon Moreno qu'il a eu contre Kai Kara France, elle était pas franchement utile. Voilà, donc donnez-moi d'autres exemples si vous en avez. Moi je suis tout oui et voilà, à la prochaine.